je crois que vous pouvez démarrer, puis on va laisser les Les retardateurs arrivent en cours de route. Ok, on commence. Du coup, je vais commencer les présentations. Donc, pour commencer, je suis Gaëlle Souquier, je suis la secrétaire de l'association des jeunes médecins urgentistes. Je suis accompagnée donc du docteur Yamaldine Alouache, qui est médecin urgentiste et qui est médecin conseil à la MACSF. Je vais vous laisser je présente tout le monde et après je vous laisserai peut-être dire quelques mots sur vous-même. Et docteur Thierry Husselstein, qui est directeur médical à la MACSF. Et on a Anne-Sophie Hainaut qui est présente, qui s'est occupée de l'organisation avec Axel Milia, qui est la responsable communication, une des responsables communication dans notre bureau et qui n'est malheureusement pas là ce soir. Donc je tenais à remercier Anne-Sophie et Axel pour l'organisation de ce webinaire. Est-ce que vous voulez dire un mot sur vous avant que je parle un petit peu du webinaire, puis ensuite on pourra commencer si ça vous va? Oui, allez-y. Yamel, je te laisse te présenter si tu veux bien. Tout est dit, hein. Je suis médecin urgentiste depuis de nombreuses années, praticien hospitalier, SMUR urgence. Je suis également médecin conseil à la MACSF où je gère le contentieux en matière de responsabilité civile et j'ai également un cabinet d'expertise médicale, voilà, en région parisienne à Poissy. Super. Juste un petit mot, Thierry Husselstein, donc moi, médecin de formation, j'ai le plaisir de piloter l'équipe médicale chez MACSF. On gère essentiellement les plaintes des patients vers nos sociétaires, médecins de toute spécialité. Voilà. On attaque, si vous voulez, sur le webinaire, Du coup, merci à vous deux de présenter ce webinaire. Pour rappel, la MACSF en fait, est partenaire de la GMU depuis l'année dernière. C'est un partenariat qui se passe très bien. Donc, la MACSF, c'est un groupe qui est administré par des professionnels de santé. Comme on peut voir, c'est des médecins et autres professionnels de la santé, mais voilà. Comme partenariat, en fait, vous proposez la responsabilité civile professionnelle qui est gratuite pour les internes, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, vous étiez les mieux placés pour faire un webinaire sur le médico-légal. Pourquoi faire un webinaire sur le médico-légal? Parce que c'est quelque chose qui est en fait très présent en médecine d'urgence. On a toujours cette phrase, je pense qu'on a tous entendu, c'est médico-légal. Mais en fait, au final, on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est un risque, une responsabilité. Ça a été abordé pendant nos études, mais c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma part, est très flou. Ça a été abordé de façon vraiment purement théorique et pas du tout... c'était avant que je choisisse ma spécialité, donc c'était pas du tout centré sur la médecine d'urgence. Donc c'est vrai que la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui est très flou pour moi et je pense pour beaucoup de jeunes urgentistes. Donc, je vais vous laisser commencer. Il me semble qu'il y a 3 axes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques notions de base de sujets de responsabilité. On va passer très rapidement sur ces principes de responsabilité. Au préalable, je vous aurai donné un petit peu les motifs de mise en cause des médecins urgentistes. Vous aurez quelques chiffres. Et puis, Yamel terminera par vous présenter un petit peu plus dans le détail 2 cas pratiques issus de nos bases de données, donc des vraies mises en cause de médecins urgentistes. Alors moi, je suis pas urgentiste, je ne serai pas compétent sur ces sujets, mais l'idée, c'est de vous faire interagir, bien évidemment, et poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc Anne-Sophie, c'est toi qui passes les slides, hein, sauf erreur de ma part. Donc vous avez à l'écran quelques chiffres. Donc grosso modo, MACSF assure, là c'est en 2020, on doit être actuellement à peu près 5000 médecins urgentistes assurés chez MACSF. Hein. En RCP, ce qu'on appelle la RCP, responsabilité civile professionnelle, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une assurance qui est obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002. Et puis PJ pour la protection juridique, vous verrez que c'est assez complémentaire. Et je vous ai mis à l'écran sur les 5 dernières années le nombre de mises en cause de médecins urgentistes. Ce n'est pas une spécialité qui est très souvent mise en cause, contrairement à d'autres. Néanmoins,
on a constaté depuis une bonne dizaine d'années une croissance assez régulière, ce qui n'est pas surprenant parce que je pense que, enfin Yamel en parlera mieux que moi, ou Gaël, il y a de plus en plus de passages aux urgences, bien évidemment, de plus en plus de situations à risque médico-légal. Donc on peut passer à la suivante, s'il te plaît, merci. Cette fois-ci, vous avez les motifs de réclame, enfin sur les premiers chiffres, les modalités de réclamation. J'en parlerai également un petit peu plus tard, sachant que le patient peut mettre en cause un médecin, un professionnel de santé de différentes façons. Vous avez, si je pars plutôt sur la droite, vous avez d'abord ce qu'on appelle les CCI, les commissions de conciliation et d'indemnisation, une dizaine de cas, des réclamations amiables, 13 cas. Civil, c'est du judiciaire, donc le patient va avoir un avocat qui dépose une réclamation devant un tribunal. Vous avez un petit peu d'ordinal, pas trop, et surtout, il y a du pénal. Pénal, on va faire un focus dessus parce que c'est vraiment la situation que l'on redoute tous, aussi bien en tant que soignant qu'assureur des soignants, parce que l'on ne contrôle plus grand-chose et il peut y avoir des conséquences assez dramatiques pour le médecin qui est mis en cause au pénal. On peut passer à la suivante. Anne-Sophie, s'il te plaît. Principaux motifs de réclamation, des urgences cardiovasculaires, je ne vous apprends rien. Ensuite, c'est le digestif en termes de fréquence, des sujets d'infection, non pas des infections qui sont contractées lors des soins, mais c'était le motif de prise en charge, des traumatismes, et puis après tous les autres cas que l'on peut imaginer. On va passer à la suivante. Merci. Alors, après ces quelques chiffres, je voulais juste vous donner quelques repères concernant ce qu'on appelle le médico-légal. Ça peut paraître très loin du médical, effectivement. Néanmoins, quand il se passe un problème, quand le patient estime qu'il n'a pas été correctement pris en charge, il est tout à fait en droit de porter une réclamation contre un hôpital, une clinique ou un professionnel de santé, un médecin, si celui-ci exerce à titre libéral. Et il faut bien comprendre que le patient, à partir du moment où il estime avoir été mal pris en charge, a toute la latitude ou toutes les possibilités pour réclamer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est lui qui désormais aura toutes les cartes en main pour le faire. Ça ne veut pas dire que votre responsabilité sera retenue, mais au moins c'est lui qui pourra faire tout ce qu'il veut. Il peut le faire à l'amiable, il peut le faire également ce qu'on appelle au civil, donc devant un tribunal de grande instance si vous êtes libéral. Il peut le faire par voie administrative vis-à-vis de l'hôpital si vous êtes un urgentiste salarié, et devant ce qu'on appelle une CCI, commission de conciliation et d'indemnisation. Ces 4 motifs de réclamation visent bien évidemment pour le patient à obtenir une indemnisation, estimant que votre prise en charge lui a causé un préjudice. Il peut également aller au pénal, donc déposer une plainte dans un commissariat, une gendarmerie ou directement écrire au procureur de la République. Et là, c'est le cas de figure, encore une fois, que l'on essaye d'éviter au maximum. C'est une vraie volonté de trouver un coupable et de faire punir un coupable. Et puis, il peut aller devant une voie disciplinaire, devant l'ordre des médecins, parce qu'il estime que vous n'avez pas respecté votre code de déontologie. Et bien évidemment, le cumul est toujours possible dans ces histoires-là. Chaque année, malheureusement, on a des professionnels de santé qui, à la fois, sont mis en cause devant l'ordre, au pénal, et prennent une plainte, en règle générale, devant le judiciaire. On va passer à la suivante. Merci Anne-Sophie. À l'écran, donc les différentes actions responsabilités, je ne vais pas les détailler. Retenez simplement que aussi bien devant le tribunal de grande instance que le tribunal administratif, vous pouvez être mis en cause pendant une dizaine d'années, pendant 10 ans, pour des faits que vous auriez commis. C'est 10 ans, non pas à partir des faits, mais à partir de la date de consolidation des faits. Donc il faut toujours ajouter, bien évidemment, quelques mots entre le fait reproché, la prise en charge de ce qui est reproché, et puis les 10 ans de prescription. Donc vous voyez, nous sommes le 30 mai 2022, on pourrait potentiellement remonter jusqu'en 2012. Donc ça pose quand même bien évidemment le problème de se rappeler de ce que l'on a fait, par exemple, le 30 mai 2012. Au pénal, 6 ans de prescription. Et devant l'ordre, il n'y a pas de prescription. Alors, juste, on va faire un petit peu de droit pendant quelques instants. Je vais vous rappeler 2 articles du Code de santé publique. Le premier qui dit que les médecins sont habilités à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais vous ne devez pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins,
ni formuler dans des prescriptions dans des domaines qui dépassent vos compétences, votre expérience et les moyens dont vous disposez. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'un médecin est autorisé à pratiquer tous les actes de diagnostic ou de traitement qu'il veut, dès lors que ceux-ci sont réalisés conformément à ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose. Donc, encore une fois, limitez-vous à des actes pour lesquels vous avez eu une formation adaptée. Et puis toujours le deuxième article, c'était la slide précédente, Anne-Sophie, s'il te plaît, le deuxième article, voilà, c'est de veiller à ne pas faire courir au patient un risque qualifié d'injustifié. Donc toujours avant d'entreprendre une thérapeutique, se poser la question du bénéfice-risque pour le patient. On va passer à la suivante, merci. Alors voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, le patient peut mettre en cause la responsabilité du médecin sans aucune difficulté, c'est très très facile. Ça ne veut pas dire pour autant que le médecin sera reconnu comme fautif ou que sa responsabilité sera engagée. Pour qu'elle soit engagée, cette responsabilité, il faut schématiquement qu'il y ait trois éléments. Il faut tout d'abord que le médecin ait commis une faute. On verra ce que c'est qu'une faute. Il faut qu'il y ait un préjudice pour le patient et il faut surtout qu'il y ait un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. D'accord ? Imaginons une faute, c'est je n'explore pas correctement une plaie, par exemple, aux urgences. Je sous-évalue la situation respiratoire d'un patient. Pardon. J'interprète mal un ECG, par exemple, ça peut être constitutif d'une faute. Si, parallèlement, le patient présente des complications de cette sous-évaluation d'un état respiratoire, il y a bien un préjudice pour le patient et il y a un lien de causalité entre les deux. Donc là, la responsabilité du médecin pourra être engagée. Et ça renvoie à cette notion d'arrêt Mercier, qui est un arrêt de Cour de cassation qui date de 1936, et qui indique que le médecin doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Dès lors que vous êtes dans ce cas de figure, vous délivrez des soins consciencieux, c'est-à-dire que vous faites tout ce que vous pouvez attentif et conforme aux données de la science. Le patient pourra vous mettre en cause tant qu'il veut, vous n'aurez pas de soucis à craindre pour la suite. Voilà. Et la loi du 4 mars 2002, que l'on a appelée pendant un certain temps la loi Kouchner, puisque portée par l'ancien ministre de la Santé Kouchner, qui était médecin, cette loi du 4 mars 2002 a rajouté la notion d'aléa thérapeutique ou d'accident médical non fautif, comme vous pourrez l'entendre, et d'infection associée aux soins, et a réaffirmé ces principes de responsabilité pour faute. Il faut qu'un médecin commette une faute pour que sa responsabilité puisse être retenue. On va passer à la suivante. Voilà, j'étais allé un petit peu plus vite. Donc la loi du 4 mars 2002, uniquement pour faute. On peut passer à la suivante. Merci. Je vais parler un mot de responsabilité pénale. Contrairement aux autres types de responsabilités, la responsabilité pénale est toujours personnelle. Je m'explique. Si vous êtes médecin urgentiste libéral, par exemple, en clinique, vous commettez une faute, un patient porte une réclamation, expertise, vous êtes reconnu comme étant fautif parce que la prise en charge n'a pas été adaptée. Si le patient a des préjudices, c'est bien évidemment votre assureur RCP qui va indemniser, qui va se charger de cette indemnisation. Si parallèlement le patient débute une procédure pénale et qu'au terme de cette procédure pénale, vous êtes retenu comme fautif, là, la responsabilité, bien évidemment, pour vous, puisque l'assureur ne peut pas se substituer à cette responsabilité pénale. C'est l'article 121-1 du Code pénal. Il faut savoir que plusieurs soignants peuvent être mis en cause et condamnés simultanément. C'est de plus en plus fréquent dans les histoires pénales, notamment dans les établissements hospitaliers. Et fait important, cette responsabilité pénale peut être également retenue, même s'il n'existe pas de préjudice pour le patient. Et c'est simplement sur la qualification de cette condamnation pénale que vous pouvez être condamné, non-assistance à personne en danger, violation du secret médical, mise en danger de la vie d'autrui. Et chaque année, on a des sociétaires médecins qui sont sévèrement, je dirais, inquiétés, pas forcément condamnés, mais inquiétés sur des histoires de non-assistance à personne en danger. Voilà. Et ensuite, très souvent, après une réclamation pénale, suit une demande d'indemnisation. On peut passer à la suivante. Excusez-moi, je peux poser une question ?
Du coup, à quoi ça correspond non-assistance à la personne en danger? Parce que par exemple, justement, avec l'actualité, on a des services d'urgence qui ne sont plus ouverts, certains services d'urgence ne sont plus ouverts à tous les patients et qui doivent passer par le 15. Et Oui. donc, est-ce que c'est de la non-assistance à la personne en danger si on dit aux patients de ne pas aller aux urgences? Enfin, ça ressemble à quoi en fait pour un médecin? Alors, dans la pratique, par exemple, je suis médecin psychiatre installé en libéral en ville, et un patient sonne à ma porte parce qu'il avait marqué Dr Roselstein et parce qu'il présente une gêne respiratoire. Si je lui dis, écoutez, vous êtes gentil, mais moi je suis psychiatre, la détresse respiratoire, j'y connais pas grand-chose. Allez plutôt voir à 500 mètres, il y a un médecin généraliste qui pourra peut-être faire pour vous, ou aller à la pharmacie, que je referme ma porte. Si le patient décède dans les suites, je serai condamné pour non-assistance à personne en danger. D'accord. On a eu un cas en médecine d'urgence il y a quelques mois de ça, où très clairement le médecin le médecin généraliste qui prenait en charge un patient dans son cabinet qui fait un arrêt cardio-respiratoire, ce confrère n'a pas fait de réanimation à son niveau, n'a pas massé alors que le SAMU lui demandait de masser, en expliquant, ben non, moi il y a très longtemps que j'ai pas massé, je ne sais plus faire, donc je ne vais pas m'embêter. Voilà, donc non-assistance à personne en danger. En médecine d'urgence, ce serait par exemple, vous êtes urgentiste libéral dans une clinique et vous êtes débordé par exemple et on vous demande malgré tout de venir à l'accueil parce qu'il y a un patient qui à l'évidence n'est pas très bien ou qui est sur le parking comme ça a pu se produire et vous dites non, non, je termine d'abord de voir mes patients et j'irai ensuite, ça peut être considéré comme non-assistance à personne en danger. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Ça me paraît très clair, et si je peux me permettre, du coup, j'ai une autre question. Se pose le problème de définir qu'est-ce qu'un patient non réanimatoire aux urgences en SMUR, en régulation. On est confronté à des arrêts cardiaques chez des patients qui sont de plus en plus âgés. Et alors, normalement, on est censé faire une réunion pluridisciplinaire pour définir qu'un patient n'est pas réanimatoire, mais n'empêche que quand il est en arrêt, il est en arrêt. Est-ce que c'est de la non-assistance à personne en danger? Est-ce qu'on risque quelque chose quand on décide de ne pas poursuivre une réanimation? Parce que ça nous semble déraisonnable. Alors, Yamel, tu veux répondre, puis je compléterai si besoin. Oui. Alors, pour revenir sur la notion de non-assistance à personne en danger, c'est une notion très claire, c'est un refus délibéré de porter de l'aide à une personne qui en a besoin. On ne voit pas ça uniquement dans le domaine de la santé, mais dans plein de domaines, comme vous le savez. Et pour revenir à ce que vous disiez, Gaël, concernant la limitation des moyens apportés à la population lorsqu'on ferme certains services d'urgence totalement ou partiellement, c'est une limitation des moyens, mais ce n'est pas un refus de prise en charge, puisque il y a quand même le SAMU qui gère la situation en orientant les patients ou en donnant un conseil pour consulter de façon urgente ou différée suite à un problème de santé qui leur est posé, qui est posé au SAMU. Donc, ce n'est pas la même chose, d'accord? Une limitation des moyens mis en œuvre n'est pas un refus de soins avec non-assistance à personne en danger. Maintenant, pour revenir, j'espère que je suis clair là-dessus, parce que la non-assistance à personne en danger, c'est je suis de garde, je suis dans ma chambre, on m'appelle parce qu'il y a quelqu'un qui se plaint de douleurs thoraciques ou je ne sais trop quoi aux urgences ou dans un service, je refuse de me déplacer. D'accord? Ça, c'est une faute d'état du service parce qu'on est payé pour prodiguer des soins, de refuser d'exécuter le contrat qui nous lie à l'établissement, c'est une faute professionnelle. Et c'en est une au niveau pénal dans la mesure où on refuse d'aller porter secours à une personne qui en a besoin. Donc c'est ça, non-assistance à personne en danger. Maintenant, pour revenir à ce problème que l'on rencontre assez souvent dans les services d'urgence et ailleurs, à l'hôpital, concernant quelqu'un qui fait l'arrêt cardiaque ou qui va le faire et se pose la question de savoir s'il faut réanimer ou pas, c'est une question de conscience et de science, de savoir que va apporter une réanimation pour le patient si ça ne lui apporte rien du tout et que les soins de réanimation pourraient être jugés comme déraisonnables ou contraires à l'éthique ou à la bonne morale, il faut s'abstenir. C'est une question de conscience personnelle. Il est évident qu'un patient de 25 ans qui fait l'arrêt devant vous, messieurs, dames, les urgentistes, et que vous n'apportez aucun soin, pourrait être interprété comme non-assistance à personne en danger. C'est un décès subite, une mort subite. Mais
Si vous avez affaire à un patient qui manifestement a un pronostic extrêmement sombre, une personne âgée, un cas de cancer terminal par exemple, de refuser de porter des soins, ça vous oppose à votre propre conscience et vous pouvez l'argumenter. Si on devait vous mettre en cause devant la justice ou devant le Conseil de l'ordre, vous pourriez expliquer vos arguments à partir du moment où c'est cohérent, votre démarche est cohérente, vous ne risquez rien. Voilà, normalement. Donc effectivement, juste pour compléter peut-être, il faut bien distinguer la mise en cause, enfin la non-assistance qui est plutôt sur qui peut peser sur un professionnel de santé, et puis des questions d'organisation pour lesquelles vous n'êtes bien évidemment pas responsable, on vous met devant le fait accompli, tri de patients, etc., comme on a pu le voir pendant cette crise sanitaire. Et puis, comme le dit Yamel, des sujets qui relèvent à la fois du médical et de l'éthique, jusqu'où réanimer certains patients. Et là, la recommandation de l'assureur, c'est que ces décisions soient partagées et pluridisciplinaires. En tout cas, il ne faut pas prendre une décision tout seul de ce type-là. En tant qu'urgentiste, vous avez dû entendre parler de plusieurs dossiers qui ont défrayé un peu la chronique et puis qui ont fait l'objet de nombreux articles de presse, hein, à la fois dans la région de Biarritz, Bayonne, et puis un autre vers Besançon, sauf erreur de ma part, où des médecins avaient décidé de ne pas réanimer. Voilà, donc il y a toujours ce qui leur a été reproché, c'est surtout de ne pas avoir pris des décisions collégiales. Et si je peux me permettre, Thierry, et pour l'ensemble des participants, bon, quand je vous parlais de cette décision de prendre, personnellement, c'est lorsqu'on est en SMUR, bien sûr, quand on est en SMUR, on est seul. J'ai souvent pris des décisions seul, mais avant de les prendre seul, j'invite la famille, l'entourage, je discute avec eux. Donc, on l'a tous fait, on prodigue la réanimation, d'un autre côté, on s'éloigne de cette réanimation pour aller rencontrer la famille et leur expliquer la sévérité de la situation et le pronostic qui est très sombre. Et il est préférable de les laisser choisir le fait de ne pas continuer la réanimation en leur suggérant de façon assez habile, assez diplomate, mais il est bien évident qu'on ne peut pas intervenir auprès d'une situation de détresse vitale ou d'arrêt cardiaque en disant non, je ne réanime pas sans l'expliquer au préalable. Il faut vraiment communiquer et la communication est extrêmement importante. La plupart des procédures qui sont engagées le sont à cause initialement d'un problème de communication. Voilà, c'est très important. Alors, on va peut-être continuer. Donc, juste la précédente, Anne-Sophie, s'il te plaît. Pour mémoire, hein, depuis la loi du 4 mars 2002, il y a une obligation pour les professionnels de santé, dont les médecins, d'être assurés sur le plan de la RCP-PJ. Auparavant, c'était recommandé, mais facultatif. Là, désormais, depuis le 4 mars 2002, c'est bien évidemment obligatoire. Donc, obligation pour tous les professionnels de santé. Pour anticiper peut-être quelques questions, quand vous êtes étudiant interne, vous êtes donc salarié d'un établissement ou d'une faculté, donc vous êtes théoriquement protégé par cet établissement en cas de mise en cause. Néanmoins, il y a certains cas de figure qui peuvent entraîner la mise en cause directe d'un étudiant ou d'un interne. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir une protection, enfin une assurance complémentaire RCPPJ, d'autant que, comme vous l'avez indiqué Gaël tout à l'heure, elle est gratuite tant qu'on est interne. Voilà, on peut passer à la suivante. Juste un point sur l'information. Pour vous dire que aussi la loi du 4 mars 2002 a mis une obligation d'information sur la tête du professionnel de santé. Hein, c'est lui qui doit informer le patient des actes, etc. On doit informer le patient ou les parents ou les représentants légaux lorsque les patients sont mineurs ou sous mesure de protection classique. L'information doit porter sur l'état de santé du patient, l'évolution en cas de refus des soins, ça c'est très important aux urgences. Le patient qui ne veut pas rester, il faut très clairement indiquer dans le dossier j'informe monsieur X que son refus d'hospitalisation peut l'exposer à telle et telle complication. On va passer à la suivante. Voilà, il y a trois exceptions dans lesquelles vous pouvez
vous exempter d'informer le patient les situations d'urgence. Hein, c'est pour ça que je voulais vous en parler très clairement. On soigne d'abord le patient et puis dans une situation d'urgence, on l'informe après. Le refus du patient d'être informé, mais il faut pouvoir démontrer que vous avez proposé l'information au patient et qu'il a refusé. Et puis les limitations thérapeutiques à l'information, notamment les patients qui sont dans le coma. Et le fait important, c'est que c'est vous qui devez démontrer que vous avez parfaitement informé le patient et non pas l'inverse. Hein. C'est-à-dire que vous devez pouvoir démontrer, alors avec si besoin, de votre dossier médical, etc., que vous avez bien informé le patient de sa pathologie, de ses complications potentielles, etc. C'est pas lui qui doit dire non, je n'ai pas été informé pour telle et telle raison. On peut passer à la suivante. Alors, le cas de l'interne. Il faut savoir que lorsque le patient estime qu'il a présenté des dommages suite à une prise en charge médicale ou des séquelles, la responsabilité d'un interne peut tout à fait être engagée. Ça, c'est le point de vue juridique, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je rappelle l'article 6153-3 du Code de santé publique qui rappelle que l'interne exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. En règle générale, vous relevez du chef de service et pour vous, c'est le cadre d'intervention et c'est cette responsabilité. Tant que vous êtes dans ce cas de figure, théoriquement, vous ne risquez rien. Néanmoins, parfois, certains établissements, lorsqu'il y a une mise en cause d'un patient, certains établissements peuvent estimer qu'il s'agit d'une faute détachable du service, c'est-à-dire que votre attitude est à l'opposé de ce qu'on attend de la prise en charge effectuée par un interne, et à ce moment-là, le directeur de l'établissement peut évoquer une faute détachable, et dans ces conditions-là, vous n'êtes plus couvert par la responsabilité de l'hôpital. Voilà, d'où l'intérêt, encore une fois, de vous protéger correctement du point de vue de la RCP. Et on va passer à la suivante. L'autre point très particulier, c'est le remplacement. Lorsque vous effectuez un remplacement en étant interne, il faut savoir que, bien évidemment, puisque vous n'êtes plus dans le cadre de votre fonction hospitalière, vous devez impérativement souscrire une assurance RCP qui couvre les remplacements. Et chaque année, malheureusement, à partir du mois de septembre, on a des sociétaires internes qui nous téléphonent parce qu'il s'agit de leur premier remplacement. Alors, je ne parle pas spécifiquement de la médecine d'urgence, hein, mais souvent en anesthésie, ça se produit. On a des internes qui nous appellent parce qu'ils ont eu un problème avec un patient lors d'un remplacement. Et pour nous, ils sont toujours considérés comme des internes sans remplacement. Alors, comme on ne laisse bien évidemment jamais personne dans la difficulté, on fait une assurance rétroactive pour les aider et les accompagner. Néanmoins, j'attire votre attention, dès que vous remplacez, regardez le sujet de la RCP. Voilà. Alors, oui. Permettre une question. En ce moment, depuis un moment, il y a le problème du temps de travail des internes et notamment, normalement, on n'est pas censé travailler sur un repos de garde ou des choses comme ça, sauf que l'organisation de certains services fait qu'on n'a pas le choix et on est obligé par nos chefs de travailler le lendemain sur un repos de garde, ce qui n'est pas légal. Ouais. Est-ce que c'est une faute détachable du service si jamais, par la fatigue, on fait une erreur et qu'il y a une conséquence pour le patient? Non, ce ne sera pas considéré comme une faute détachable. Ce sera surtout de la responsabilité de votre structure, alors de votre chef ou du chef de service, de vous avoir contraint à travailler après une période de garde où théoriquement vous êtes en repos compensatoire. Voilà. Ça, c'est surtout. Alors, je sais bien, dans la pratique, ça se fait malheureusement couramment, ce qui pose le problème, bien évidemment, de l'organisation des hôpitaux, mais ce ne sera pas considéré comme une faute détachable, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, pour illustrer cette histoire de pénal, hein, pas pour vous inquiéter, mais c'est malheureusement une histoire qui est arrivée à une de nos jeunes consoeurs, médecins urgentistes, et les faits se sont passés, enfin, c'est une histoire qu'on nous a déclarée en 2021. Donc, c'est une de nos consoeurs, jeunes consoeurs urgentistes, qui a reçu un matin ce courrier. Alors, j'ai coupé tout ce qui n'allait pas et puis mis un petit peu pour cacher des noms, etc.
Voilà, je vous laisse lire, mais je pense même si on ne voit pas très bien. Donc, article 80-214 du Code de procédure pénale, nous vous informons que nous envisageons votre mise en examen. Donc, on reçoit un courrier qui commence comme ça. À cette fin, vous êtes convoqué pour procéder à votre première comparution dans une information ouverte pour les faits suivants. Mise en cause, donc, pardon, j'ai barré le nom de la patiente, d'avoir, etc. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, règlement, etc., causer une incapacité totale de travail de plus de 3 mois en l'espace de 4 mois sur la personne de... Voilà. Donc, vous êtes invité à vous présenter au cabinet donc, du juge d'instruction, tel jour, telle heure. Quand vous recevez ça par la poste, en règle générale, c'est pas très très bon, et on est surtout très très choqué, ce qui a été le cas de notre jeune consoeur. Alors, si on passe à la suivante, Anne-Sophie, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, vous allez voir, c'est assez surprenant. Les faits se passent en 2018, hein, et donc juillet 2018, et ce courrier a été reçu donc en 2019, je crois. Voilà. Donc nuit du 15 au 16 juillet 2018, donc notre consoeur, jeune consoeur urgentiste interne dans un hôpital périphérique, reçoit donc une jeune femme de 22 ans, sans emploi, sans antécédent. Et cette patiente consulte aux urgences pour une plaie par verre du bord inférieur et radial de l'avant-bras droit au niveau de la région styloïdienne radiale suite à un coup de poing dans une vitre. Bon, voilà, dans un contexte d'ébriété. Pas de déficit sensitif-moteur, pas de lésion vasculaire. L'interne prend quand même l'avis du senior qui recommande une radio, de désinfecter, de faire une anesthésie locale, d'explorer. Et comme elle ne retrouve pas de lésion, elle fait 4 points et met en place une attelle. Les suites sont simples. 16 août 2018, la patiente revient parce qu'elle présente à nouveau, elle a des douleurs au niveau de cette cicatrice. On fait un bilan radio qui montre rien de particulier. 30 août, nouvelle consultation, cette fois-ci parce que la patiente présente une gêne fonctionnelle au niveau du pouce et du poignet. Aux urgences, on dit écoutez, très bien, mais on va prescrire une IRM et puis solliciter un avis ortho. Elle voit un ortho donc, au mois de septembre qui va confirmer de probables lésions tendineuses plus ou moins nerveuses. Celui-ci va intervenir et retrouvera donc une lésion du long extenseur radial du carpe, du court extenseur et du long adducteur du pouce. Donc on va passer à la suivante. Donc là, d'une façon complètement surréaliste. Donc le contexte, hein, je le rappelle, donc une interne dans un service d'urgence dans l'hôpital périphérique, hein, ça se passe dans le centre de la France, amené à prendre en charge une plaie par verre avec une prise en charge après avis auprès du senior. Et bon, les suites sont relativement simples, hormis ce déficit. Et cette consoeur reçoit plusieurs mois plus tard une mise en cause au pénal. Non, ce n'est pas l'hôpital qui reçoit une mise en cause ou une demande d'indemnisation sur un potentiel retard au diagnostic d'une lésion tendineuse. C'est d'emblée l'interne qui reçoit cette mise en cause au pénal. Donc imaginez un petit peu le choc. Expertise par un légiste puis un orthopédiste. Les deux confirment qu'il y a bien eu des lésions en rapport avec l'accident initial, le coup de poing dans la vitre. Et on pose 2 questions à ces experts, notamment l'orthopédiste qui est un chef de service d'ortho dans un CHU du centre de la France. Première question, est-ce qu'il y a eu un défaut de prise en charge? Celui-ci dit oui, il y a bien eu un défaut de prise en charge. L'examen clinique, dès lors qu'il y a une plaie de ce type-là, aurait dû conduire à une exploration chirurgicale sous anesthésie locale, ce qui n'a pas été le cas. On a fait simplement une exploration avec 4 points, pas une exploration chirurgicale. Est-ce que cette prise en charge inadaptée a entraîné une perte de chance de récupération? Puisqu'on imagine bien que la lésion tendineuse, ce n'est pas l'interne qui l'a causée, c'est le coup de poing dans la vitre. Mais est-ce que ce défaut de prise en charge a entraîné pour la patiente des séquelles et une perte de chance de récupérer plus rapidement ou d'une meilleure façon? Pardon. L'expert indique que la réparation a eu lieu à 2 mois de l'accident, ce qui a obligé à utiliser des techniques différentes susceptibles d'apporter un moindre résultat. Dès lors, il conclut que le défaut de prise en charge a entraîné une perte de chance de récupération optimale qu'il chiffre à environ 60%. Voilà. Donc là, on attend les conclusions du procureur, mais ce sera probablement un classement sans suite.
en attendant une probable procédure indemnitaire, puisque la patiente va bien évidemment demander une indemnisation de ce qu'elle considère être comme une gêne fonctionnelle supérieure. Alors, si je vous explique très rapidement le pourquoi du comment, dans cette histoire, pourquoi notre consoeur s'en sort plutôt pas trop mal, puisqu'on s'attend probablement à un classement sans suite. Pourquoi? Parce que l'expert a noté qu'il y avait simplement une perte de chance de récupération. Et dans les procédures pénales, pour qu'on puisse condamner quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, un lien direct et certain entre la faute commise et le préjudice. Là, on est uniquement sur une perte de chance, c'est-à-dire c'est possible, mais c'est pas certain. Et théoriquement, le procureur devrait dire sur ces bases-là, je ne vais pas plus loin et je ne condamne pas au pénal ce jeune médecin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez typique, c'est pour ça qu'on vous l'a présenté. Je ne veux pas détailler pourquoi cette jeune interne a été mise en cause au pénal et pourquoi elle a été lâchée par son établissement, mais ça renvoie bien évidemment à, on va dire, l'attitude de certains établissements qui n'ont pas forcément toujours la bonne attitude vis-à-vis de leurs internes, quoi. Voilà. On peut passer à la suite. Peut-être je vais laisser la parole à IML si vous n'avez pas de questions sur ces sujets de responsabilité pénale ou de RCP. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat et personnellement, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, Je crois que conversation. Hop. Non. Alors, il y a marqué LA invité qui lève la main. Je ne sais pas si on peut lui donner le micro. Non, je peux pas donner la parole. Il faut écrire la question dans la conversation. ouais, peut-être demander à notre collègue d'écrire la question et puis on lui répondra bien volontiers. En attendant qu'elle écrive cette question, en tout cas, merci pour cet exemple qui fait peur, en fait, parce que des plaies qu'on explore soi-même et que même si c'est pas loin d'une potentielle zone avec des tendons ou des nerfs, il y en a plein qu'on suture par nous-mêmes, donc c'est vrai que ça fait peur, mais c'est rassurant de se dire que ce sera sûrement classé sans suite. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de présenter ce cas parce que vraiment, on a tous été scotchés de voir que cette patiente qui demandait simplement une indemnisation, en fait, elle estimait que la prise en charge n'avait pas été conforme, ok, mais bon, ça, il y en a des comme ça, il y en a des dizaines chaque année. C'est soit devant un tribunal, soit devant la CCI, mais elle est au pénal. Et là, la difficulté, c'est que comme l'hôpital s'est déchargé de cette histoire-là, heureusement que cet interne avait souscrit une responsabilité PJ de son côté, ce qui nous a permis, bien évidemment, elle a été accompagnée par un avocat, par un médecin conseil lors de cette procédure. Alors, je lis alors, dans ce cas, s'il y a indemnisation qui avance les frais, l'interne. Alors, il y a deux éléments. Dans le cadre de la procédure pénale, vous avez bien compris que on ne parle pas d'indemnisation. C'est simplement, ça vise à simplement, entre guillemets, à punir le responsable. Donc les frais d'avocat et de médecin conseil sont pris en charge par votre assurance RCP PJ. Donc l'interne, dans l'histoire, n'a rien à avancer. Si ensuite il y a une réclamation indemnitaire, où cette fois-ci la patiente veut obtenir une indemnisation, et que après expertise la faute et le manquement sont retenus, l'expert va chiffrer les préjudices en rapport avec ce manquement, et là encore ce sera l'assurance RCP qui interviendra pour indemniser la patiente, et bien évidemment l'interne n'aura rien à payer non plus. Voilà. On passe. Et s'il n'y a pas de RCP? Oui. Pardon? Si l'interne a oublié de souscrire à une RCP? Eh ben, ce sera pour sa pomme, malheureusement.
D'où l'importance, on est peut-être un petit peu lourd, hein, mais c'est malheureusement notre quotidien avec Yamel de gérer ces dossiers-là. Et vraiment, bon, quand vous êtes interne, encore une fois, l'assurance RCP est gratuite. Pensez simplement à, si vous faites des remplacements, et puis ensuite, quand vous vous installez, même si on a plein de choses à faire, il faut vraiment penser à avoir des garanties qui sont adaptées à votre activité. Merci. Yamel, je te laisse la parole pour une demi-heure pour les 2 dossiers. C'est bon, comme je sais que Oui. Merci Thierry. Bon, bah, écoutez, je vais vous présenter 2 cas assez pratiques, 2 cas que vous rencontrez tous et toutes en pratique quotidienne. Mais je souhaitais, à travers ces 2 cas, vous expliquer ce qu'était cette notion de perte de chance. Alors, Thierry l'a abordé. Je vais le développer par un cas pratique, mais je vais délaisser les autres manquements qu'on pourrait reprocher aux urgentistes parce qu'ils sont peu nombreux. Cette notion de défaut de surveillance d'un patient, on ne la connaît pas trop aux urgences puisque le patient ne reste pas en théorie trop longtemps et la surveillance est comprise dans la prise en charge globale du patient. La maladresse fautive, elle est quand même assez rare. Les fautes d'humanisme telles que la violation du secret professionnel, Thierry en a parlé, on n'est pas trop confronté à ça, ça peut arriver, mais c'est pas courant. Et ce qui pose problème en matière de médecine d'urgence, puisque nous voyons des nouveaux patients en l'espace de quelques minutes à quelques heures, c'est cette notion de défaut de diagnostic. Et s'il y a un défaut de diagnostic, il y a un défaut de traitement, bien sûr. Voilà, donc c'est là-dessus que je vais insister. Et on va commencer par 2 cas. Le premier concerne une femme de 35 ans, mais avant de démarrer, je voudrais vous expliquer très schématiquement, que vous l'ayez tous en tête, ce qu'est cette notion de perte de chance. En gros, la perte de chance, c'est le fait que votre action ou inaction, ou tout simplement votre mauvaise action vers le patient, vers cette prise en charge, et de savoir si ça a influé sur le cours des choses. Donc, s'il y a une influence sur le cours des choses et que ça a aggravé son état de santé et entraîné des préjudices, là, effectivement, votre mise en cause pourrait être retenue et vous pourriez voir votre responsabilité donc engagée. S'il n'y a pas eu d'incidence sur le résultat final, donc pas de préjudice, je prends l'exemple d'une fracture de phalange. Vous ne l'avez pas diagnostiquée. Le patient s'en rend compte 15 jours après sur des radios que lui fait faire son médecin. Néanmoins, vous l'avez traité par une immobilisation. Et le patient va consolider normalement et ne va pas présenter de séquelles ou des séquelles mineures qui seront aussi compatibles avec une prise en charge, je dirais, optimale. On ne retiendra pas votre responsabilité. Donc, il ne faut quand même pas non plus prêcher dans l'excès de la peur et de se dire si on ne diagnostique pas tout de suite une pathologie, que notre responsabilité sera engagée. Non, elle le sera s'il y a des conséquences, c'est-à-dire en termes de préjudice. Voilà. Alors, voilà ce que je souhaitais vous dire, et on va l'illustrer par 2 cas. Donc, le premier, il s'agit d'une femme de 35 ans qui est mariée, qui a 3 enfants, âgés de 8, 6 et 5 ans. La scène se passe en Bourgogne. J'avais assisté à l'expertise. C'est une femme qui n'a pas d'antécédents majeurs, si c'est qu'elle a une obésité modérée, des lombalgies chroniques déjà connues à 35 ans, et n'a eu que comme acte thérapeutique dans le passé un strapping de varices. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui bouge les diapos ou je prends le contrôle. Je les tourne. Alors, vas-y, alors, passons pour la deuxième diapo. Je ne la vois pas, ou c'est moi, qu'est-ce qui se passe? On est sur la deuxième diapo, là? J'ai touché à quelque chose. Ouais. J'ai touché à quelque chose, je demande juste une seconde. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà. Ok, alors la deuxième, moi, j'ai l'impression. Non, le problème, c'est que j'ai mis que je prenais la main, mais je ne veux pas prendre la main. Je ne veux pas, je ne sais pas comment me retirer de tout ça, donc je vais avoir un peu de retard, mais c'est pas grave. Ok, je vais actionner. Alors,
Donc voilà, cette jeune femme consulte le 17 janvier 2018 son médecin traitant pour mal à la gorge, une toux et de la fièvre depuis 48 heures. Et ce médecin diagnostique une angine blanche et le streptotest est positif. Il la met sous antibiotiques, AINS, et lui prescrit des antalgiques. La deuxième diapo, ça ne bouge pas, alors je vais bouger. Yamel, il y a toujours un temps de latence. Je pense qu'il faut juste que tu sois patient et Anne-Sophie. Ouais. Alors, le 20 janvier, c'est-à-dire 2 jours plus tard, elle consulte à nouveau son médecin traitant devant la persistance de la toux. Il n'y a plus de fièvre, mais elle a toujours mal au niveau des lombaires. C'est quelque chose qu'elle a déjà dans le passé, donc c'est connu. Il y a des myalgies assez diffuses et le médecin traitant conclut à un probable syndrome grippal, mais néanmoins prescrit un bilan sanguin, un bilan de spondyloarthropathie avec radiothorax pour la toux et un bilan sanguin également, donc avec recherche d'un syndrome inflammatoire. Diapo d'après, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut que je prenne la main. Enfin, tu ne peux pas prendre la main, Yamel, c'est Anne-Sophie. D'accord. Ah ouais. Non, mais moi, vous avez de moi, en fait. Est-ce que vous êtes sur la diapo d'après ou pas encore? Non, mais justement, laisse, s'il te plaît, laisse Anne-Sophie. Ouais. Demande-lui simplement de passer les slides, parce que quand on est à distance, comme ça, nous, on ne peut pas les passer. Ouais. Alors, Anne-Sophie, s'il te plaît. Moi, je vois la diapo 28 avec le 20 janvier à 19h12. On peut passer à la prochaine. Du coup, c'est pas mon cas. Je suis sur l'ancienne diapo. Consultation à nouveau de son médecin traitant. Oui, Anne-Sophie, il y a un décalage. Je pense que Yamel, tu dois avoir un petit bouton en bas de la slide sur prendre le contrôle ou pas. Il faut que tu le... Oui, mais j'ai cliqué dessus, il a disparu ce bouton. Ah, ouais. Alors, il a disparu. Voilà. Alors, application et... Moi, là, pour l'instant, j'ai les constantes IDE d'accueil. Ouais, moi, je n'ai pas ça. Alors, je vais passer... Alors, moi, si je passe à la prochaine... Là, c'est bon. Yamel, nous, on a le 20 janvier 2018 à 19h12, donc tu peux... Voilà, c'est ça. Et voilà. Je viens de cliquer. Alors, c'est peut-être moi qui ai la main, finalement. Vous m'excusez. Oui. On va continuer ainsi. Donc, cette dame, en soirée, ne va pas mieux et décide d'aller à l'hôpital privé local en raison de l'aggravation de ses douleurs lombaires avec de la fièvre. Donc, je reprends ad integrum, d'accord? Ad integrum, l'observation du médecin urgentiste. Si j'insiste sur cette notion d'observation complète que j'ai reproduite ici, c'est pour insister sur le fait que les observations médicales, et ça on a dû vous le dire assez souvent, qu'elles doivent être très bien rédigées et surtout avec rigueur. Et effectivement, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais ça va conditionner en fait à la fois la qualité de la prise en charge, mais également les éléments que vous allez apporter à votre dossier afin de défendre votre prise en charge si vous étiez mis en cause. Voilà, donc le confrère a écrit, femme de 35 ans, sous stérilet, consulte ce jour car depuis 5 jours, douleur lombaire et irradiante dans les 2 flancs, hyperthermie, épigastralgie et pas d'ictère. Donc, il fait un examen cardio-pulmonaire qui est sans particularité. Une mandelette urinaire est faite par l'infirmière Yao qui montre du sang et des protéines. Et la biologie qui a été prélevée montre une CRP21, une NFS qui est normale, un sodium légèrement bas, des lactates à 3,2. Donc, il en conclut que c'est une probable infection urinaire. En fait, on le suppose, puisqu'il prescrit de l'oflocète, topalgique pour les douleurs, ainsi que du Mopral parce qu'il a prescrit également des AINS et demande à cette jeune femme de faire une échographie en ville, échographie des voies urinaires et une biologie de contrôle à 48 heures. Avant de la laisser rentrer à la maison, il administre des cristalloïdes, 1 litre, et l'autorise à rentrer à domicile. Voilà. Alors, je passe à la page suivante. Vous la voyez tous là, c'est les constantes de l'IDE d'accueil. Oui, c'est bon, Yamel. Bon. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, les constantes, l'IDE note une fièvre à 38,5, elle est tachycarde à 128 par minute,
une tension artérielle qui est normale, qui est correcte, une saturamétrie à 94%, mais elle est dyspnéique, et une EVA à l'arrivée à 8/10. Cette patiente reconsulte le lendemain à 11h30 parce qu'elle va pas bien. Elle est amenée par une ambulance privée. Son mari préalablement fait appel au centre 15. Donc cette femme est déposée devant le fait qu'il n'y avait pas de critères de gravité. Elle a été transportée par une simple ambulance. Donc l'observation des urgences, je vais aller les guillemets encore, du deuxième urgentiste, c'est un autre urgentiste qui la prend en charge. Et là, il marque patient de 35 ans, douleur abdominale plus nausée, plus hypothermie à 35,6. Il y a une hypotension à 17, ou 105/70, qui évolue depuis 5 jours. Voilà. L'histoire de la maladie qu'il rapporte dans son observation est que cette dame a consulté hier, qu'elle a été mise sous oflocète pour une suspicion de pyélonéphrite aiguë. Il ne relève pas de spleen fonctionnel urinaire, peut se voir dans la pyélonéphrite, effectivement, et il note qu'il y a une sensibilité de l'hypocondre droit, il n'y a pas de défense, psoriasis ou de douleur lombaire, il n'y a pas de trouble du transit. Bon, il donne des antalgiques pour soulager la douleur, il la remplit puisqu'elle a une tension à 105/70 et prescrit un bilan biologique et scope madame. Alors, je ne sais pas si je peux bouger, là je ne peux pas par contre. Alors, arrêter la présentation, non? Passe la suivante, demande à Anne-Sophie de Moi, je passer. ne peux pas. Ah, peut-être, c'est bon, j'ai décalé. Voilà. Donc, cette patiente est arrivée vers 11h et à 12h51, les premiers éléments de la pathologie reviennent avec une troponine à 0,89. Bon, on ne sait pas pourquoi la troponine a été prescrite, mais là, elle est un peu élevée. La tension artérielle est à 80/40, elle est basse. Et il a émis de la noradrénaline, donc qui va majorer les amines vasopressives en y ajoutant de la dobutamine et demande un transfert en USIC. Cette patiente est acceptée après plusieurs coups de fil 50 minutes plus tard à l'USIC de l'hôpital Saint-Luc, Saint-Joseph, et il est organisé ce transfert par voie de SMUR secondaire. La tension reste basse, à 80/40, mais à 14h35, donc 3 heures, à peu près 3 heures après son arrivée aux urgences, elle fait un arrêt cardiaque. Elle fait un arrêt cardiaque, il n'y a pas de no-flow, elle est réanimée immédiatement. Elle récupère une activité cardiaque électrique et mécanique, et parce qu'elle a bénéficié également d'une injection d'adrénaline par capté osseux. Elle était intubée, et quelques minutes après, elle fait un deuxième arrêt cardiaque. Le SAMU est arrivé, enfin l'équipe de SMUR, il y a une planche à masser, les anesthésistes sont là, tout le monde s'est fait retour, et au total, elle reçoit 20 mg d'adrénaline, c'est quand même énorme. Et le décès est déclaré à 15h15. Voilà. Il est déclaré à 15h15, ou 15h05, pardon. 15h15, c'est l'heure de renseignement du dossier médical. Voilà, cette jeune patiente de 35 ans décède, mère de 3 enfants, décède. Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé dans cette prise en charge? Je vous laisse un peu émettre des hypothèses, si vous voulez bien. Là, j'ai perdu tout le monde, non? Non, alors je vois pas de Yamel, je vois pas de questions ou de propositions. Je te laisse peut-être continuer sur alors, on y va. Alors ce dossier est passé en CCI, c'est la commission de conciliation et d'indemnisation. C'est une commission, c'est pas une juridiction, mais celle-ci soit présidée par un magistrat et composée de différentes personnalités du domaine de la santé ou de personnalités du domaine du droit ou des associations, de représentants des hôpitaux ou du Conseil de l'ordre. Et la commission s'est réunie après l'expertise qui a donc eu lieu. Le rapport d'expertise est communiqué à la commission, et la commission a pris une décision après avoir entendu les parties. Alors, la commission rend un avis. Ce n'est pas une décision, c'est un avis. Hein. L'avis n'est pas opposable. Hein. Si une des parties n'est pas d'accord avec l'avis, elle peut refuser de suivre cet avis. Voilà. Donc, sur l'existence d'un lien de causalité, comme le disait Thierry Russelstam, d'un lien de causalité entre le dommage et la prise en charge. Le dommage, c'est le décès,
et la prise en charge, c'est ce qui s'est passé. Donc, la commission estime qu'un lien de causalité direct et certain, effectivement, il doit être direct et certain, est retenu entre le dommage subi par la patiente et la prise en charge médicale par le médecin traitant et les urgentistes. Donc, en ce qui concerne les responsabilités pour faute, alors, d'abord, on s'attelle à discuter des différents intervenants. En l'occurrence, le premier intervenant, c'est le médecin traitant. Il est retenu que sur la prise en charge, compte tenu des éléments cliniques à l'époque, quand il avait pris en charge cette jeune patiente, sa prise en charge a été attentive, consciencieuse et parfaitement conforme aux bonnes pratiques. On va passer directement au deuxième urgentiste qui s'est retrouvé devant le fait accompli avec une patiente qui s'est dégradée très très vite, en l'espace de 3 heures, elle a fait son arrêt cardiaque. La commission constate que la prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, puisque l'hypothèse d'un choc septique d'origine neurologique n'a jamais été évoquée, alors que la patiente était traitée pour une pyélonéphrite aiguë, qu'il n'a pas recherché s'il y avait un obstacle, une échographie aurait dû être faite ou un scanner, et que l'évolution sous antibiothérapie n'était pas favorable sur les 48 dernières heures. Il n'a prévu aucune hémoculture, ni n'a refait d'examen de CBU, et l'indication de ce type d'antibiothérapie était discutée. Donc, la prise en charge est discutable, c'est ce qui est retenu, mais la commission, néanmoins, estime qu'elle n'a pas été à l'origine d'une perte de chance compte tenu de l'évolution cataclysmique présentée par la patiente, constituée par l'apparition rapide de défaillances multiviscérales, puis d'un arrêt cardiaque non récupéré. Voilà, donc il n'a pas pu agir sur le cours des choses, quand bien même il n'est pas entamé les démarches diagnostiques, mais cela a eu peu d'influence sur le cours des choses. Il s'est plutôt appelé à effectuer la réanimation. Donc, le dommage était, le fait générateur existait avant sa prise en charge et il était le fait du premier urgentiste. Et bien sûr, dans pareille situation, l'établissement était mis en cause et là, la commission a estimé qu'il n'y avait pas eu d'anomalie dans l'organisation ou le fonctionnement des services. Donc, comme je vous le disais, la charge de la responsabilité va peser maintenant sur le premier urgentiste. La commission donne l'avis suivant, c'est que la prise en charge médicale a été entachée de manquements fautifs à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès de la patiente. Effectivement, la patiente présentait des symptômes le 20 janvier et qui orientait vers une colique néphrétique fébrile. C'était des douleurs lombaires, elle avait de la fièvre. Le diagnostic différentiel, c'était la pyélonéphrite, effectivement, puisque la candidature urinaire est quand même positive. Il y avait un petit syndrome inflammatoire, il y avait de la fièvre, il y avait une tachycardie à 128 par minute, ce qui n'est pas normal. Alors c'est pour ça que les constantes vitales, il faut vraiment les regarder, il ne faut pas les bâcler, il faut vraiment les regarder. Elle donne beaucoup d'enseignements sur ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer. En tout cas, les experts s'intéressent beaucoup aux constantes vitales, d'accord? Ils n'ont pas le patient devant eux lors de l'expertise, donc s'intéressent à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce qui va rester, c'est ce qu'on va regarder lors d'une expertise. Voilà. La biologie, voilà, montrait des stigmates d'inflammation avec une CRP à 21. Certes, ce n'est pas énorme, mais vous pouvez avoir un syndrome inflammatoire avec une CRP normale. Donc là, elle était légèrement augmentée, mais surtout les lactates étaient à 3,2, ce qui est particulièrement anormal. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les lactates avaient été posés. J'ai posé la question au confrère et il m'a dit qu'il les dosait de façon assez systématique, ce qui est une erreur. On ne fait jamais rien de façon systématique. Si les lactates ont été prélevés, eh ben, le résultat doit être analysé et la prise en charge doit être adaptée, puisque les lactates élevés, vous savez très bien, c'est quand même un signe d'hypoperfusion périphérique qui renseigne sur la gravité d'une situation, notamment lors d'un état de choc hémodynamique. Voilà, et notamment ici dans le cadre d'un choc septique. Voilà. Et ce que je n'ai pas mis dans l'observation, c'est qu'il y a une toute petite cytolyse hépatique qui renseignait aussi également sur une hypoperfusion hépatique et qui renseignait donc sur l'état de défaillance circulatoire sur choc septique de cette patiente. Ce que je souhaitais vous rajouter, c'est que l'observation, je vous l'ai reprise ad integrum. Personnellement, moi, quand je lis cette observation, je ne sais pas comment est le patient. Je n'ai que des signes négatifs, mais je ne sais pas comment est le patient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, donc là,
la commission estime qu'il convenait d'éliminer une urgence sur un obstacle, ce qui n'a pas été fait, et il aurait fallu demander, comme je vous le disais, un scanner ou une échographie en urgence pour lever l'obstacle. Les antibiotiques, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose dans pareille situation. Quand il y a un obstacle, il faut lever l'obstacle. Donc la néphrostomie s'imposait en urgence. La décision d'un retour à domicile n'avait aucun sens puisqu'on ne laisse pas repartir un patient qui a ce tableau assez grave quand on le regarde à distance. Quand on lit les constantes, on regarde les constantes vitales et quand on voit la biologie, avec une échographie en externe, c'est des choses à ne pas faire. Et le traitement antibiotique n'était pas conforme puisqu'il ne servait à rien, en fait. Voilà. Donc, la commission a estimé que, tout comme l'expert, que le retard de prise en charge, c'est-à-dire par défaut de mise en œuvre du diagnostic, avec tout ce que ça implique, a été à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter le décès de la patiente. Voilà. Des questions? Alors, est-ce qu'on a des questions? Je ne vois rien s'afficher. N'hésitez pas. J'ai une question. Du coup, vous parlez des observations. Justement, j'ai une question parce qu'on écrit beaucoup, on voit beaucoup de patients et on a tendance, plus on voit de patients, plus à faire des abréviations. Est-ce que ça peut nous porter préjudice? Est-ce que c'est autorisé les abréviations dans les observations? Oui, c'est autorisé. C'est autorisé. On ne demande pas d'écrire de la littérature. Vous pouvez faire des fautes d'orthographe, ce n'est pas le souci. Vous pouvez écrire, j'ai même déjà vu un hôpital américain à Paris, des observations rédigées partiellement en anglais. Hein, d'accord? Non, à partir du moment où vous rédigez la réalité de la situation, tant sur la clinique que représente le patient, mais surtout sur votre prise en charge, vous devez argumenter votre prise en charge et dire pourquoi, écrire pourquoi vous vous orientez vers telle hypothèse diagnostique. Il est bon d'en soulever plusieurs avec des diagnostics différentiels et de les discuter, peser, sous-peser la balance de savoir si on s'oriente plus vers tel diagnostic ou tel autre, parce que lorsque vous serez invité, je ne vous le souhaite pas, en expertise, il va falloir justifier votre décision, votre prise en charge. Et il vous importe de vraiment rédiger, expliquer ce que vous faites. Il ne s'agit pas simplement de dire que le patient vient pour tel motif, puis aligner toute une série de pas deux, abdomen flou, pas ceci, pas cela. Tout ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les points positifs. Comment est le patient? Son état général. Moi, cette jeune femme, je ne sais pas comment elle est. Est-ce qu'elle avait des marbrures? Est-ce qu'elle avait des extrémités froides, moites, ou bien chaudes dans le cas du choc septique? Est-ce qu'elle était somnolente, ralentie? Est-ce qu'elle était... Comment était-elle? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle était délirante? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Yamel, je me permets de t'interrompre. Alors, il y a une Élise qui nous écoute, qui dit pas de question, mais une simple remarque. Et je pense qu'on peut réfléchir dessus. Je ne vois pas comment exercer au quotidien sans avoir l'angoisse permanente d'une possible plainte. C'est malheureusement devenu depuis une bonne trentaine d'années le quotidien des professionnels de santé en France. On a pris dans les années 90 la vague de ce qui est venu des États-Unis avec une mise en cause très très facile des médecins. Il faut rappeler, et Yamel l'a dit, on est sur une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. À partir du moment où vous pratiquez des soins qui vous semblent conformes, on pourra venir vous embêter, certes, mais vous ne serez pas condamné. On est les premiers, croyez bien, à regretter cette évolution, mais c'est malheureusement... c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être informé de comment ça se passe plutôt que de découvrir ça d'une façon un peu brutale. Alors, les patients peuvent se plaindre de tout et facilement. Ça, c'est malheureusement le droit des patients. Leurs dires sont par défaut jugés comme étant vrais. C'est aux praticiens de prouver le contraire. Oui, c'est aussi vrai malheureusement. Et pour vous défendre, entre guillemets, c'est ce que Yamel vous indiquait, vous avez à votre disposition le dossier médical. D'où l'importance de tracer, quand vous réalisez un acte, une réévaluation, de tracer tout ceci, bien évidemment. Troisième point, un cours sur la médecine légale qui nous a été délivré. En moyenne, 20% des dossiers vus quotidiennement aux urgences contiennent une erreur médicale
Le moyen qui était proposé pour lutter contre cela était de faire des staffs régulièrement dans la journée pour parler à plusieurs de chaque dossier, ce qui permettrait de diminuer le taux d'erreur à 10%, mais pas de le réduire totalement. Oui, à plusieurs, on réfléchit bien mieux que tout seul, surtout lorsqu'il y a en service d'urgence des cas pas simples où on peut, comme l'a dit Yamel, on peut partir dans une direction et se rendre compte que ce n'est pas forcément la bonne. Devant les difficultés que l'on peut rencontrer aux urgences, passer de la médecine générale à l'urgence vitale, gérer beaucoup de patients en peu de temps, faire face également à l'exigence des patients. Oui, je suis entièrement d'accord. La régulation, peu de formation, reste un avis par téléphone et difficultés de communication qu'il peut y avoir. Alors, on pourrait avoir prochainement, enfin quand vous le souhaiterez, peut-être un webinaire exclusivement consacré à la régulation. Je pense que ce serait un bon sujet parce que là encore, il y a quelques principes médico-légaux à bien appréhender pour éviter de vous faire embêter. La science, même nous sommes médecins et non devins, on est bien d'accord, ce serait trop simple. Les patients peuvent mal évoluer, nous ne sommes pas Dieu non plus et nous pouvons faire des erreurs. L'erreur est humaine. Il faut bien distinguer ce qui est une erreur qui n'est pas forcément fautif d'une faute médicale qui là engagera votre responsabilité. Il faudrait être parfois plusieurs endroits en même temps, informer parfois plusieurs personnes de la famille, marquer ce que l'on a informé le patient, la famille, justifier chaque chose que l'on fait. Il faudrait qu'un témoin nous suive partout, peut-être. Comment faire lorsqu'on manque de temps? C'est bien la difficulté. Aux États-Unis, par exemple, et on commence à le voir en France, sur la question de l'information, certains médecins enregistrent des vidéos de leur consultation. Il ne faut surtout pas le faire parce que ce n'est pas prudent sur le plan légal, mais parfois on en arrive à ces extrémités. Et la mauvaise foi de certains patients, leur exigence parfois abusive, car oui, cela existe, peut-être n'est-ce qu'une impression, mais je pense que nous ne sommes pas suffisamment protégés. Alors, protégés, je ne sais pas par qui, est-ce que c'est l'établissement ou l'ordre des médecins ou votre assureur qui est là pour ça? On essaie en tout cas de vous protéger, de vous accompagner au mieux lorsqu'il y a des soucis de cet ordre-là. Et effectivement, c'est une constance. Lorsque les patients se lancent dans des réclamations, ils sont toujours, vous verrez, toujours de mauvaise foi. Toujours. C'est comme ça. C'est dans la nature humaine, je pense. Alors, je n'ai pas répondu aux questions, mais il me paraissait effectivement important qu'on puisse lire votre témoignage. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Yamel, tu peux faire le dernier cas rapidement Oui. Alors, juste pour permettre tout le monde trop longtemps. Deux choses, j'ai entendu des questions. En droit, la charge de la preuve incombe toujours au demandeur, d'accord? Mais en matière de santé, il y a ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il incombe aux praticiens, aux professionnels de santé de démontrer que sa prise en charge a été conforme à ce qu'on appelle les données acquises de la science. Donc, la preuve, c'est le dossier médical. Un dossier médical bien renseigné, c'est un élément qui pourra vous aider pour faire valoir le fait que en charge est conforme. Premier point. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler dans la hantise, mais il faut travailler sereinement. D'accord? Il n'y a pas de souci, sinon il n'y aurait plus de médecins. L'autre point, concernant votre crainte d'exercer aux urgences, parce qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, on passe de la médecine générale à l'urgence vitale ou vice-versa, ou la petite bobologie qui pourrait devenir un cas grave ou sérieux secondairement. Il ne faut pas oublier une chose, que vous pouvez faire des erreurs, ça, ce n'est pas interdit. Par contre, le fait de persister dans l'erreur devient une faute. Et c'est ça qu'on va vous reprocher. D'accord? Tout le monde peut se tromper. D'accord? Mais de persister dans son erreur, comme on l'a vu sur ce cas clinique avec le premier urgentiste qui avait plusieurs éléments pour rétablir le diagnostic, et ben, à persister dans ses convictions et à laisser rentrer la patiente chez elle. Voilà. Voilà, je ferme cette parenthèse et nous allons aborder le deuxième cas. Donc, c'est également un cas relevant de cette notion de perte de chance. Il s'agit d'une femme de 65 ans, très brièvement. Là, c'était au tribunal judiciaire. Une femme à qui on avait découvert
un adénocarcinome peu différencié du poumon avec des métastases cérébrales. On était déjà dans un tableau de mauvais pronostics sur le moyen terme, et une décision de la RCP qui datait de juillet 2019 avait opté pour la thérapeutique suivante, c'est-à-dire corticothérapie avec radiothérapie stérotaxique sur la lésion cérébrale, puis chimiothérapie. Donc, elle a eu les 2 premiers traitements, puis la chimiothérapie a démarré. Enfin, la chimiothérapie a démarré, pardon. On a commencé par la chimiothérapie, pardon, le 27 juillet. Et 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, je ne sais plus compter, cette patiente présente de violentes douleurs abdominales avec des vomissements. Elle fait appel au SAMU, qui n'a pas d'effecteur. C'était en région parisienne, il n'y avait pas d'effecteur, c'était un peu compliqué. Donc, le premier conseil, c'était d'attendre, puis le deuxième conseil, c'était, comme ils ont appelé une deuxième fois, c'était un transport vers les urgences par le mari, qui s'est rendu à la clinique qui était proche du domicile, et où elle était suivie d'ailleurs pour son cancer, entre autres, parce qu'elle était suivie également à Paris. Et cette patiente arrive à 21h23, elle est admise aux urgences, et elle est vue par notre confrère qui note dans son observation les éléments suivants: histoire de la maladie, première cure de chimiothérapie avec cisplatin et azimuthal 4 ou 5 jours auparavant. Et depuis qu'elle a eu ce premier traitement, elle a présenté des nausées, ce qui est assez banal, une constipation, une mycose buccale, ce qui est banal, mais des douleurs abdominales depuis le matin, avec des vomissements. Donc, l'examen clinique, l'observation est bien présentée, je trouve. Mais c'est le contenu qui va nous intéresser, et non la forme. Je dis qu'elle est bien présentée à mesure où il y a beaucoup d'éléments. Hein. Des fois, on lit des dossiers où il y a très peu d'informations. Et là, le confrère note que les constantes sont bonnes, le tapis érectique, il n'y a pas de syndrome méningé, il recherche l'état des heures incomplets, elle n'a pas de difficulté pour respirer, elle n'est pas déshydratée. Et au niveau abdominal, bon, c'est là que ça se gâte un peu, il parle d'un abdomen douloureux en épigastre et du flanc gauche, avec une défense en fosse iliaque droite et dans l'hypogastre, mais sans défense. Après apparaît avec des bruits hydroaériques qui sont présents. Le reste de l'examen clinique abdominal est sans particularité. Il en est de même pour ce qui est de l'examen cardiologique et pneumologique. Donc l'examen neurologique également est normal. Je vais passer à la diapo suivante. Et une biologie est effectuée en soirée qui révèle qu'en fait, il y a 24 000 globules blancs, une CRP à 67. Ça peut coller aussi avec la néoplasie sous-jacente, mais 24 000 blancs, ça peut aussi être une démargination sur des douleurs abdominales violentes. Mais sinon, il n'y a pas d'autre anomalie. L'urgentiste reprend le résultat du scanner qui avait été fait quelques temps auparavant et qui montre qu'il y a une tumeur du lobe inférieur droit qui avait augmenté de volume. C'est pour ça que la RCP s'était prononcée sur ce traitement avec une zone nécrotique en faveur d'infarctus splénique déjà connu. Donc l'évolution concerne en fait la mise en œuvre du premier traitement par notre confrère. C'est un remplissage par cristalloïde à dose assez importante, puisqu'il met 2 litres de NaCl et 1,5 litres de G5. Ça fait 3,5 litres, donc il doit quand même suspecter, malgré le fait qu'elle ne soit pas déshydratée, cette dame, qu'il se passe quelque chose. Il a titre en morphine, donc des douleurs très importantes, et prescrit une antibiothérapie, Rocephin Flagyl à visée digestive. Mais on ne sait pas pourquoi, mais il le fait, et je crois qu'il a dû appeler le soir même l'hôpital Saint-Joseph où il a été suivi. Il était convenu qu'elle soit transférée le lendemain. Mais préalablement au transfert, il est demandé un scanner abdominal qui est réalisé. Et ce dernier, au niveau thoracique, je passe très vite, montre la tumeur qui est déjà connue, pulmonaire, avec des ganglions médiastinaux, une nécrose déjà connue. Et au niveau abdominal, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Il y a... au niveau de la rate, ces mêmes images qui étaient déjà connues, qui pourraient, selon le radiologue, être de la perfusion sur possible embole septique ou cruorique. Bon, d'accord. Et puis, il y a un épanchement dont il n'est pas mentionné l'importance dans le pelvis. Mais c'est tout ce que nous avons. Voilà. Tout ce que nous avons comme information. Donc, le scanner est réalisé le lendemain seulement, d'accord, avant le transfert à l'hôpital Saint-Joseph, où cette patiente va en service de pneumologie, là où elle est connue, là où elle est suivie, et elle est reçue par l'interne, tiens donc, qui reçoit la patiente,
et qui l'examine et en conclut qu'il y a un fécalome. Il a dû peut-être voir sur le scanner, honnêtement, je ne m'en souviens plus, qu'il y avait probablement des selles dans l'ampoule rectale, mais ce n'est pas ce qui sautait à la vue lors de l'expertise, mais bon, bref. Et le traitement antibiotique est poursuivi, enfin, un peu modifié, je crois, et la morphine est continuée. Donc voilà. Le problème, c'est qu'en soirée, donc elle arrive à midi, mais en soirée, c'est-à-dire vers minuit et demi, cette patiente présente des douleurs abdominales beaucoup plus intenses. Les infirmières appellent l'interne, il y a une distension abdominale. Et là, l'interne demande une biologie qui est récupérée à 2 heures du matin et qui montre une acidose lactique avec une contracture abdominale et une tensionnelle. Et il est décidé d'une intervention chirurgicale. En fait, la contracture abdominale est mise en évidence par l'anesthésiste qui est venu, le réanimateur, ainsi que le chirurgien digestif. Donc, elle est amenée au bloc opératoire et là, on découvre une ischémie mésentérique. Et il est procédé à une résection quand même de 1,80 m d'intestin grêle dans un contexte de choc septique. Elle est admise en réanimation et cette patiente décède 4 jours plus tard. Voilà, sur un tableau de défaillance multiviscérale. Alors, je ne sais pas si, voilà, c'est un cas assez, je ne vais pas dire banal malheureusement. On n'a pas fait le bon diagnostic initialement, mais on a prescrit des antibiotiques, on a rempli la patiente. Ce n'est pas très cohérent, ça. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas cohérent. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, l'urgentiste. Si je suspectais un abdomen aigu chirurgical, il aurait dû demander le scanner tout de suite ou un avis chirurgical. Il l'a traité comme s'il y avait une urgence intra-abdominale du type péritonite, mais il est inactif quant à la prise en charge adaptée, c'est-à-dire l'avis chirurgical ou l'intervention chirurgicale, ou tout de moins la réalisation d'un scanner. Dans cette clinique, il n'y avait pas de scanner la nuit, mais il aurait dû œuvrer pour tout faire pour transférer cette patiente là où on aurait pu la prendre en charge, ou tout de moins demander un avis spécialisé par le viscéral qui se serait déplacé. Voilà. Donc, il y a une discordance, c'est-à-dire qu'on traite un abdomen chirurgical aigu par des moyens médicaux, mais on ne fait pas plus. On transfère cette patiente que le lendemain matin, on fait le scanner que le lendemain matin, qui ne montre rien, on ne demande toujours pas d'avis spécialisé, on lui met de la morphine, c'est quand même pas anodin de la morphine sur une simple constipation, ça n'a pas trop de sens. Et cette patiente, on fait le diagnostic d'ischémie mésentérique, qu'au bout de plus de 24 heures, elle est prise en charge au bout de 28 heures, je crois. Voilà, et elle décède, donc il y a un retard dans la mise en œuvre du diagnostic et un retard dans la prise en charge. Voilà. Donc, le retard s'apparente à une perte de chance qui est préjudiciable pour le patient parce que le préjudice, c'est le décès. Donc, là, non, c'était une CCI. Ah ben, désolé, j'ai cru que c'était un tribunal judiciaire, je ne sais plus parce qu'il fallait faire des tirs, je me souviens, mais bon, non. Donc, les causes du décès retenues et les circonstances invoquées par l'expertise ainsi que la CCI, ce qui a retenu la CCI, c'est que le décès est consécutif à un choc septique avec péritonite lié à un infarctus mésentérique grave et étendu. Ça, vous en êtes rendu compte, bien sûr. Et la CCI rappelle cette notion de la responsabilité, que pour engager la responsabilité des établissements et professionnels de santé mis en cause, il convient d'établir l'existence d'une faute, des fautes diagnostiques, des fautes prises en charge, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué qui est le décès. Ce lien de causalité doit être direct et certain, je le rappelle, d'accord ? Ensuite, je ne sais plus, alors, excusez-moi, hein. Voilà. La deuxième diapo, voilà, concerne la responsabilité de l'urgentiste. On s'intéresse à chacun des intervenants. Donc, on relève lors de l'expertise que la biologie évoque l'existence d'une infection ICRP un peu élevée, c'est vrai, à 76, dans un contexte de néoplasie, des 24 000 blancs, c'est pas tout à fait normal, des douleurs abdominales de plus en plus importantes. Son mari nous avait dit qu'il avait du mal à l'amener aux urgences, qu'il avait vraiment insisté auprès du SAMU. Mais il y avait vraiment un problème. Et on a traité ces douleurs importantes par des doses élevées de morphine. Hein. Elles étaient vraiment très élevées. Hein. Je ne les ai pas mises dans ces slides, mais c'était des doses qui dépassaient en cumulé plus de 22 ou 26 mg jusqu'au lendemain. Donc, il n'a pas été fait appel au chirurgien, pas de scanner à l'arrivée, ok, mais le scanner est demandé qu'à H12. C'est un peu tard, et ce que nous apprend le scanner, pas grand-chose. Il n'y a pas trop d'informations, pourtant il y avait des anomalies sur ce scanner, mais elles n'ont pas été poussées jusqu'au loin, ces anomalies, en recherchant une cause sous-jacente.
Et oui, la commission avait relevé aussi qu'il y avait des manquements dans l'interprétation du scanner, ça j'ai oublié, parce qu'il y avait un épanchement péritonéal qui suggérait un début de phénomène inflammatoire du péritoire. Alors, l'expert conclut que seule l'attitude de l'urgentiste libéral doit être considérée comme positive et a conclu à un retard de diagnostic et de prise en charge d'un infarctus mésentérique d'environ 15 heures. Alors, c'est même plus que 15 heures, je ne sais pas pourquoi il y a marqué 15 heures, mais la commission, après en avoir débattu, partage le raisonnement de l'expert, parce que la commission peut ne pas suivre l'avis de l'expert, bien sûr, et considère que le manquement est non conforme de l'urgentiste. Il existe ce manquement, mais il n'a pas directement conduit au décès de la patiente, qui résulte en fait de l'évolution d'un état antérieur. C'est que la patiente est venue avec cette ischémie mésentérique. Ce n'est pas l'urgentiste qui l'a créée, elle est venue avec, et cette ischémie mésentérique a évolué pour son propre compte vers une péritonite et le décès. Mais ce qui est reproché à l'urgentiste, c'est cette notion de perte de chance d'influer sur le cours des choses par son inaction ou sa mauvaise action qui aurait pu sauver la patiente. Voilà. C'est ce qui est reproché, c'est ça la notion de perte de chance. Donc la responsabilité de l'urgentiste est d'engager. Ensuite, la responsabilité de l'hôpital privé, là où exerce le premier urgentiste, bon, il n'y avait aucun manquement qui n'a été retenu, il n'y a pas de défaut d'organisation des services, donc la responsabilité de l'hôpital privé n'est pas retenue. Concernant l'hôpital public, qui est un ESPIC au passage, alors, selon l'expert, les soins prodigués par l'équipe médicale du service de pneumologie sont également critiquables. Ça a été fait par un interne qui manifestement n'avait pas été supervisé. Il avait vraiment été laissé tout seul, c'est un week-end, c'est un samedi d'ailleurs, et il avait été laissé seul pour gérer ce patient. Dans la mesure où cet interne a juste traité la douleur, mais n'a jamais cherché à appeler ni son senior ni le chirurgien de garde, et cette prise en charge donc a été à l'origine d'un retard de prise en charge d'environ 13 heures. Voilà. Si cette attitude fautive n'a pas directement conduit au décès de la patiente, la commission estime, à l'instar de l'expert, qu'elle lui a fait néanmoins perdre une chance de survie. Donc nous avons deux pertes de chances de survie qui se cumulent et qui vont, en s'additionnant, entraîner le décès de cette patiente. Donc le régime d'indemnisation, c'est quoi? C'est qui est responsable de quoi? C'est ça le régime d'indemnisation. Donc la CCI en conclut sous ces termes que les fautes commises ont compromis les chances de la patiente d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation. Effectivement, si elle avait été opérée immédiatement, on avait plus de chances de la sauver, mais ce n'était pas certain, bien sûr. Ce n'est pas certain en matière d'ischémie mésentérique. C'est terrible ça peut être terrible comme pronostic. Le diagnostic n'est pas toujours évident à faire, d'ailleurs. Le préjudice résultant directement de ces fautes doit être réparé intégralement. Ce qui doit être réparé intégralement, c'est la perte de chance d'éviter que le dommage soit advenu, c'est-à-dire le décès. Donc, la réparation incombe aux auteurs des fautes dont la responsabilité est engagée, et on évalue donc cette réparation par une fraction du dommage qui est déterminée en fonction de l'ampleur de la perte de chance. Je suis désolé de parler aussi de choses aussi compliquées, mais quand on parle de perte de chance, il ne s'agit pas d'indemniser l'entier préjudice de la victime, si je peux parler de victime ou de patient, ou du demandeur, mais simplement une fraction de cette perte de chance. Ouais. Donc, s'il s'agissait d'indemniser une perte de chance de 50%, l'indemnisation qui serait faite ou proposée au demandeur ou à la victime ou aux ayants droit ne serait que de 50% de ce que ce demandeur aurait pu obtenir en cas de faute avérée. Voilà. Alors, donc, à présent, si je le dis, c'est qu'il y a quand même une importance. Voilà. Alors, donc, compte tenu de la gravité de l'infarctus mésentérique présenté et des antécédents de la patiente, il ne faut pas oublier qu'elle avait une néoplasie pulmonaire avec des métastases cérébrales. Donc, le pronostic à moyen terme, voire à court terme, c'était plus. Tu sais. Oui. On va devoir conclure parce qu'on a beaucoup Voilà. Alors, très rapidement, je conclue simplement en disant que la perte de chance de survie a été évaluée par l'expert. C'est ce qu'a retenu
la commission, mais uniquement sur une période de 3 mois compte tenu du pronostic particulièrement péjoratif de cette patiente. Voilà. Donc là, la commission a établi le partage de responsabilité sur la charge d'indemnisation et 32% de la charge d'indemnisation revient à l'urgentiste libéral, donc le premier, et 28% concerne celle de l'hôpital qui a une responsabilité qui est moindre parce que l'hôpital est intervenu en deuxième position quand le dommage était constitué. Voilà. Merci. Des questions? Je ne suis pas sûr qu'on ait des questions. Je n'en vois pas, Gaëlle. Je ne sais pas si vous avez des observations. Non, pour moi, c'était très... Ah, la question, c'est l'interne qui ne fait pas appel à son senior. Au final, on ne le note pas forcément dans le dossier qu'on fait appel au senior. On parle du principe, c'est toujours seniorisé. C'est une erreur. On devrait noter senior appelé à telle heure ou des choses comme ça. Je pense que dans les situations où vous sentez que c'est un petit peu tendu ou qu'il peut y avoir des suites, je pense que c'est plutôt bien d'avoir un petit mot avis référent ou avis senior, etc. D'accord. Ouais. En théorie, hein, toutes les urgences doivent être seniorisées. Si par hasard un jour ou un soir ça ne l'est pas, je pense qu'il faut être très très prudent et vous couvrir avec une phrase avis senior à telle heure. Alors il y a Élise qui a une question. Patient 3 rois, soignant malmené exploité, les plaintes augmentent et continueront d'augmenter. Les médecins auront besoin de plus de solutions ou il y en aura moins. Prêcher un convaincu. Ensuite, j'ai une autre question. Si la responsabilité de l'urgentiste est établie dans ce cas, par exemple, quelles peuvent être les conséquences pour son futur exercice? Si c'est de l'indemnitaire, il n'y a pas de conséquences. Alors si, encore une fois, je me répète, mais si les salariés d'un établissement, c'est de la responsabilité de l'établissement, bien évidemment. S'il est libéral, c'est sa propre responsabilité, mais il n'y aura pas de conséquences si on est purement sur de l'indemnitaire, pas de conséquences pour son exercice futur, c'est-à-dire qu'il pourra continuer à travailler. S'il a trop de réclamations, au bout d'un moment, son assureur RCP va essayer de voir avec lui si dans sa pratique, il y a quelque chose qui peut être un peu modifié en termes de prévention du risque pour éviter d'avoir trop de réclamations. Par contre, si c'était une réclamation pénale, ça peut conduire, bien évidemment, si sa responsabilité est retenue, ça peut conduire à des interdictions d'exercice temporaires ou définitives. Donc, c'est pour ça qu'avec le pénal, il faut être très, très prudent. Et Karina qui nous dit, il y a eu un cas récemment où l'interne n'a pas réussi à joindre son senior et pourtant elle a été condamnée. Je ne me souviens plus, mais WhatsApp en avait fait un article. Alors ça ne me dit pas grand-chose, mais c'était peut-être pas chez MACSF. En tout cas, théoriquement, encore une fois, l'interne est un professionnel de santé en formation, les urgences doivent être seniorisées. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'indiquais, il faut être très prudent et indiquer qu'il y avait telle difficulté ou que vous avez cherché à joindre le senior à telle et telle heure. Une question, si dans le dossier écrit on marque examen clinique normal sans le détailler complètement, est-ce valable ou faut-il tout détailler? Alors, très bonne question, Élise. Examen clinique normal, c'est pas top du tout, parce que la normalité n'est pas la même pour tout le monde, malheureusement. Et je pense qu'il faut faire un focus sur l'organe ou la fonction qui motive la prise en charge. Je m'explique, si le patient vient pour des douleurs thoraciques ou une gêne respiratoire, il faut bien évidemment focuser et détailler cet examen clinique, l'auscultation, etc., les constantes. La mobilité des genoux, des hanches, on s'en fout un petit peu dans ce cas présent. Donc vraiment essayer de focuser sur la zone, mais comme l'indiquait Gamel tout à l'heure, même si c'est en abréviation, n'hésitez pas à détailler un petit peu. C'est normal, vous pouvez mettre par exemple auscultation cardio-pulmonaire N, ça il n'y a pas de souci, mais au moins que l'on voit que vous avez qu'il y a un minimum d'examen clinique. Juste une remarque. Alors, il faut quand même, la charge de la preuve vous incombe bien sûr, insister sur certains éléments, ne serait-ce que des éléments négatifs. Si ça démontre que vous avez cherché, par exemple, une douleur coronarienne, reprenez certains éléments de la sémiologie, c'est très important, même s'ils sont négatifs. Ça démontre que vous avez fait l'effort de le rechercher et que votre prise en charge est cohérente
par rapport à ce que vous avez trouvé ou pas trouvé lors de l'interrogatoire ou avec l'analyse des examens paracliniques qui arriveront par la suite. Oui, il y a Détaillé. tout à fait raison. Un exemple parmi tant d'autres, un nourrisson avec un contexte fébrile très important, une suspicion de méningite. Marquez bien si vous avez vu ou pas un purpura. Pas de lésion purpurique, ça veut dire que vous avez déjà pensé à ce qu'il pouvait y avoir. Ça, c'est vraiment des signes que les experts recherchent quand il y a ensuite des complications. Qu'en est-il des obligations de moyens dont tout le monde nous parle dans nos études? Oui, ça existe vraiment. Obligé de faire des bios de principe, ça rend la médecine algorithmique et donc moins intéressante. Alors, des obligations de moyens, en fait, c'est du droit, c'est pas de la médecine. C'est que selon les textes réglementaires juridiques, le médecin a une obligation de moyens. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Il n'a pas une obligation de résultat. Vous n'avez pas pour obligation de soigner le patient ou de le sauver de son syndrome coronarien. Vous avez une obligation de mettre en œuvre les moyens qui sont à votre disposition pour traiter le syndrome coronarien. Si vous êtes urgentiste avec un plateau technique suffisant, c'est de transférer le patient en salle de coronaro après avoir prévenu le cardio-interventionnel, etc. Si vous avez un syndrome coronarien, que vous êtes dans une petite structure perdue dans un département que je connais bien en pleine dans la montagne isolée, vous n'aurez pas la même obligation de moyens. Vous allez avoir l'obligation de prévenir le centre 15 pour qu'il vienne récupérer votre patient, pour le transférer à l'USI le plus proche et en attendant de lui mettre en place une voie veineuse avec ce que vous pouvez passer comme soluté. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est sur une obligation de moyens, pas de résultat. Faire des bios de principe, là, on vire sur le côté économie de la santé, et très clairement, c'est pas quelque chose que l'on recommande. Ça sert à rien de vous couvrir en permanence en faisant des bios tous azimuts, parce que si malheureusement un jour il y a quelque chose sur la bio et que vous passez au travers, c'est là où on va vous le reprocher. Donc, comme le disait Yamel tout à l'heure, il faut pratiquer une médecine la plus intelligente possible, entre guillemets. Et je vais te laisser, je vois que tu lèves la main. Oui, excuse-moi Thierry. Non, très important. Ça fait plus de 20 ans que je fais des services d'urgence et j'ai eu une autre expérience ailleurs en Angleterre. En Angleterre, moi, j'ai appris à gérer de façon cohérente un patient. Et c'est ce qu'on nous apprend là-bas. C'est limiter le nombre d'examens paracliniques et de faire usage en fait de votre bon jugement clinique. De multiplier les examens, ça va vous écarter, ça peut vous écarter et vous éloigner du bon diagnostic. Parce que vous pouvez, en faisant plein d'examens, vous pouvez trouver des résultats discordants ou des résultats anormaux qui n'ont absolument aucun lien avec le motif de consultation du patient. Donc, ciblez vos examens. C'est une obligation de moyens par rapport au cas clinique ou par rapport à la pathologie sous-jacente qui est recherché ou possible, plausible, mais n'allez pas balancer plein d'examens qui ne servent à rien, qui retardent la prise en charge de votre patient et des autres patients et qui va vous fatiguer et fatiguer toute votre équipe. Donc voilà, simplement prescrivez ce qu'il y a besoin de faire, c'est tout. Alors, une autre question, des ouvrages d'expertise médicale à conseiller, il y en a pas mal, contenant des exemples de cas détaillés. Alors, ça, c'est moins fréquent. Je peux vous laisser mon mail et puis vous me faites si vous voulez me contacter, je vous indiquerai ce que vous pouvez consulter. Pardon, donc c'est thierry.houselstein, HOUSELSSTEIN @macsf.fr, et je me ferai un plaisir si l'expertise vous intéresse, de vous orienter vers les revues qui sont intéressantes. Donc, mon prénom, mon nom, on va repasser peut-être la première slide, et puis @macsf.fr. Ensuite, Karina, tant que l'on argumente ce que l'on fait ou on ne fait pas, donc ça va tant que c'est cohérent. Vous avez tout à fait compris le sens de nos propos aujourd'hui. Vous avez une obligation de moyens, personne n'est infaillible, vous avez des éléments cliniques, des symptômes,
des plaintes du patient, vous demandez des examens complémentaires qui sont en cohérence avec ce que vous pensez que votre patient peut avoir. Et tant que vous êtes sur ces lignées-là, vous répondez à votre obligation de moyens. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut être cohérent. C'est ce que des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Voilà, une fois que vous êtes sur ces créneaux-là, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, Anne-Sophie a marqué mon adresse mail, donc il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez une demande et je regarderai tout ce qu'on peut trouver pour vous aider. Voilà, je crois que Gaëlle, je ne vois pas d'autres questions, mais il se fait un petit peu tard, on a été très très long. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup, c'était très passionnant, c'était très intéressant et je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est plus clair dans mon exercice, en tout cas personnellement. Alors voilà, j'espère qu'on ne vous a pas inquiété ou effrayé. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vous dire que le médico-légal, ça existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez bien compris que de plus en plus, les patients réclament. C'est malheureusement, je pense, un fait de société. L'exercice de la médecine doit rester quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc, il y a quelques précautions à prendre pour un exercice qui se veut serein, surtout en médecine d'urgence. Voilà, donc il faut connaître un petit peu ces choses-là et savoir comment réagir s'il y a un pépin. L'autre point particulier, quand vous êtes sociétaire MACSF, vous avez une hotline médico-légale où il y a un médecin qui répond sur le plan médico-légal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez eu un souci avec un patient et autres, on arrive à désamorcer des situations parfois qui pourraient devenir un petit peu tendues. Voilà. Donc, n'hésitez. Du coup, pour conclure, je pense qu'on peut retenir qu'il faut une RCP. Ça paraît, ouais, surtout alors une RCP. Si on fait du plat. Ouais, et surtout parce que encore une fois, parfois l'établissement peut se défausser et surtout si vous remplacez, là c'est indispensable et ne faites pas cette économie. Ouais. Et je vois qu'il y a un message donc, de remerciement et une idée de prochain webinaire sur la présentation globale de la tenue d'un dossier aux urgences et comment souscrire à la MACSF. Alors, comment souscrire, ça vous pouvez nous envoyer un mail et puis on vous aidera. Il y a une page avec les partenariats sur le site de la JMU avec la MACSF. Et puis, je pense qu'on pourra trouver un moyen d'expliquer comment souscrire facilement. Et l'idée du webinaire, je retiens. Ouais, très bien. À l'automne, on peut prévoir par exemple un webinaire effectivement sur la tenue d'un dossier aux urgences et les signes positifs, les signes négatifs. Il y a un article sur le site, sur le dossier médical. Ouais, YAML, si vous allez sur le site macsf.fr, effectivement, YAML s'était fondu dans un très bon article sur les recommandations pour bien tenir un dossier médical. Mais on retient l'idée, dossier médical, et puis je vois webinaire régulation. Bien vu. Ok. Oui. Merci beaucoup. En vous remerciant. Merci à vous. tous. Bon courage. Au revoir.